Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Après avoir lâchement abandonné la chaîne pendant un peu plus d'un mois, du coup, je vais reprendre un petit peu, je vais reposter du contenu. Là, il s'agit d'un bootcamp SEO. Alors, c'est quelque chose que j'avais promis à un commentaire sous une vidéo, quelqu'un qui suit mes vidéos depuis le début. J'avais dit que je ferais une vidéo du coup sur du SEO, donc une formation complète. Formation, mais ce sera pas vraiment des heures et des heures de contenu. On va faire le tour rapidement ensemble de tout ce qu'il y a à savoir, quel que soit ton projet. Donc que tu sois une boutique e-commerce, une agence, un site vitrine pour un service, que ce soit un business local ou en fait ça n'a pas de grande importance. C'est du SEO, c'est du SEO, hein, ça reste la base. Donc on va parcourir ensemble les fondamentaux. Et puis bah, écoute, je ne vais pas faire durer l'intro plus longtemps. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Bootcamp SEO, donc comme je disais, e-commerce, agence, site vitrine, bref, pour tout le monde. Alors voilà ce qu'il y aura au programme de cette vidéo du coup. Le SEO, alors qu'est-ce que c'est exactement? Petit détour par le HTML, je précise que c'est vraiment pas compliqué. Moi, quand j'ai appris le HTML, je me suis rendu compte que ça me donnait quand même des bases plus solides pour comprendre ce que c'était que du SEO. Et je pense que c'est important que je vous le transmette de la manière dont moi, ça a un petit peu changé ma façon de voir. Voilà. Donc, on va parler de HTML. Je sais plus dans quel ordre les slides. En vrai, j'ai fait les slides il y a un moment. Ça se trouve, je vais me balader un petit peu. Honnêtement, on fait ça vraiment casual, tu vois. Je me suis pas trop pris la tête, je me suis lancé dans cette vidéo, on va faire ça ensemble. S'il y a des moments vraiment inutiles, je les couperai au montage et puis voilà. Mais à un moment, dans une des slides, normalement, je vous montrerai un petit peu, je parlerai de HTML en fait. Je vous dirai exactement ce que c'est. Le SEO, grosso modo, la base, c'est du HTML. C'est du langage, c'est le langage du web du coup. Fondamentalement, et c'est un langage qu'on appelle structurant. On voit ça juste après. Donc du coup, deuxième point, les enjeux du SEO pour un moteur de recherche, quel que soit le moteur de recherche. Donc tout ce qu'on voit ensemble aujourd'hui pour Google, c'est évidemment valable quel que soit le moteur de recherche. Et tu en as plein d'autres. D'ailleurs, je voudrais mettre la puce à l'oreille pour certains d'entre vous peut-être qui avaient déjà probablement pensé à faire de la pub sur Google. Est-ce que vous avez pensé aux autres moteurs de recherche? Il y en a plein d'autres. On est sur un quasi-monopole, mais on n'est pas non plus tout à fait sur un monopole. Tu en as quand même, t'as Bing, t'as Quant, etc. Je vous laisse fouiller un petit peu pour ceux qui veulent faire de la publicité ou autre. Le SEO on-site et off-site qui constitue le yin et le yang, en gros, hein, du SEO. On va voir ça juste après aussi. Mise en place concrète d'une stratégie pour ton site. Donc, en gros, c'est la loi de Pareto, la fameuse loi des 20% d'actions qui t'apportent 80% de tes résultats. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire en SEO. Et puis les outils, les extensions, les services pour tout des boîtes en SEO. Donc vraiment là, on va aller pour les gens qui aiment bien vraiment les process, les outils, les templates, les machins. Voilà, on va faire un petit tour ensemble des outils que je connais. Il y en a plein. En fait, c'est un marché gigantesque. Tu as plein d'outils pour le SEO. Ça sert à rien que vous les connaissiez tous. Restez focus sur le résultat. Pourquoi vous intéressez au SEO? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir, quel que soit le projet sur lequel vous bossez. Et vous vous amusez pas à utiliser 4, 5, 6 outils différents. Restez concentré sur une, deux, trois choses. On va voir tout ça ensemble. Ce sera plutôt à la fin du coup de cette présentation, de ce programme du coup sur le SEO. Alors, le SEO, qu'est-ce que c'est? SEO, c'est l'acronyme pour Search Engine Optimization. Donc, c'est la capacité de ton site à apparaître en bonne position dans les moteurs de recherche. Donc, on va effectivement aborder rapidement quelques notions qui sont vraiment élémentaires, du coup, avant d'aller plus loin. Des notions que vous entendrez très souvent, parce qu'en SEO, il y a énormément de jargon technique. Il faut savoir que probablement, comme beaucoup d'expertise, ou alors pas tout non plus, mais il y a beaucoup de jargon technique, c'est aussi un écran de fumée des fois, hein. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, la plupart des choses sont pas compliquées fondamentalement. C'est juste que voilà, il y a quand même du jargon technique. Il y a certains trucs, ça risque de sortir tout seul. Même moi, quand j'en parle, j'ai passé pas mal de temps à un moment à faire du SEO. Donc je préfère quand même vous parler des différents termes techniques les plus banals en tout cas. Donc par Search Engine Optimization, on parle évidemment de ta capacité à, quand quelqu'un fait une recherche sur un moteur de recherche, on va prendre Google en exemple tout le temps. Si je fais une recherche sur Google, ton but, toi, c'est sur une requête donnée tu veux apparaître dans les premières positions. Idéalement, première, deuxième, troisième position. Vraiment les toutes premières positions. J'ai notamment écrit en bas de la slide, donc position. Comme j'ai écrit juste là, les trois premières positions drainent 80% du trafic. En gros, quelle que soit la requête que tu vises, les premiers résultats de la page, qu'on appelle donc juste ici une SERP, Search Engine Result Page, juste ici, je vais vous donner un exemple rapidement. Les premières positions drainent quasiment tout le trafic. C'est-à-dire que si tu es en première page, mais que tu es à la dernière position de la première page,
tu vas capter une partie du trafic, mais vraiment, vraiment, vraiment pas autant. Je vous dis, c'est vraiment les premières positions qui captent quasiment tout. Donc hop, je vais rapidement aller sur Google. Donc si je tape, je sais pas, donc non, je voulais taper banane, des bananes. Donc là, cette première page de résultats, on est sur la SERP 1, ce qu'on va appeler la SERP 1. Donc je définis juste ici Search Engine Result Page. Là, on est sur du jargon SEO. Donc ça, c'est un élément à connaître. Retenez simplement, donc la SERP 1, c'est juste ici. Tu vas avoir évidemment la SERP 2, la SERP 3. Des fois, je dis tu, des fois, je dis vous. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. SERP 4, SERP 5, SERP 6, etc. Donc, bon, plus tu es loin dans les résultats, moins ça a d'importance, d'impact. En gros, toi, de toute façon, tu vises vraiment la première page. Bien sûr, des fois, tu as du trafic de longue traîne, on va dire, c'est-à-dire des gens qui sont suffisamment motivés pour aller voir sur la deuxième, troisième, quatrième page. Tu peux capter des visiteurs par-ci, par-là. Mais de toute façon, ce qui t'intéresse, c'est toujours la première position, deuxième position, troisième position, etc. Ce qui fait que quand tu vas te battre pour être dans la première position, sur la première position d'une requête en particulier, il faut que tu regardes contre qui est-ce que tu te bats. Si par exemple tu vas avoir Wikipédia, ça peut être très très compliqué de se positionner devant Wikipédia et puis tu peux regarder du coup, est-ce que ce sont des sites euh, d'autorité, on va dire, on va redéfinir ces notions-là après, comme Passeport Santé par exemple, .net, qui est un gros site par exemple, ou la nutrition.fr, etc. Et sur certains mots-clés, tu te rendras compte qu'il y a probablement des mots-clés de longue traîne, ce qui veut dire par exemple banane, c'est une courte traîne, c'est un mot-clé, un mot qui n'est pas composé. Si on part sur un mot-clé de longue traîne composé, ça peut être banane, moisie, je sais pas pourquoi je... Banane, moisissure rouge, voilà. Banane, moisissure rouge, je suis désolé hein, pour les images. Banane, moisissure rouge, ça c'est un mot-clé de longue traîne. Ok? Donc en général, souvent aujourd'hui, quand on a une stratégie, on appelle en SEO une stratégie de longue traîne, c'est une stratégie pour laquelle on va se positionner surtout sur beaucoup, 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 beaucoup de mots-clés qui sont tous des mots-clés de longue traîne, qui sont forcément moins compétitifs. Parce qu'un mot-clé tout seul, le web, il n'existe pas depuis hier. Alors à l'échelle de l'histoire, si, il existe depuis hier, mais à ton échelle à toi, pour ton projet, si tu commences à attaquer des mots qui sont très très compliqués, c'est c'est pas évident. Il y a des mots-clés sur lesquels tu vas avoir beaucoup de mal, voire même des fois, ça ne sera tout simplement pas possible pour toi de te positionner sur les premières positions. Alors que longue traîne, bah, tu te rends compte que les possibilités sont quasi infinies. Tu as autant de combinaisons de mots-clés et d'ordres de mots, etc., que de possibilités pour toi d'aller travailler. Voilà, des mots-clés de longue traîne, on appelle ça. Donc, on revient à nos oignons. Donc, du coup, le Search Engine Optimization, les notions élémentaires pour moi vont être le SEO d'une part, qu'est-ce que ça signifie? Donc, tu optimises. On parle d'optimisation, ça veut dire qu'il faut déjà que tu sois indexé, évidemment. Quand je dis indexé, ça veut dire qu'il faut que tu apparaisses dans les résultats. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois quelque part dans le résultat, même si c'est sur la page 10. Google t'a bel et bien indexé à un moment, tu existes sur les résultats, d'une façon ou d'une autre. Une fois que tu es indexé, ton travail à toi, c'est d'optimiser, donc d'être de préférence sur la première position de la première page. Donc le process d'optimiser, ce qu'on appelle le SEO, pour pouvoir être en bonne position, pour capter ce qu'on appelle du trafic naturel ou organique, ou voilà, ça a plusieurs termes, tout ça c'est pour dire la même chose, le référencement naturel, donc du trafic gratuit, qu'on appelle du trafic gratuit, quel que soit le moteur de recherche, Google, Bing, Yahoo aussi, etc. Yahoo et Bing appartiennent tous les deux à Microsoft. Par opposition au SEA, le SEA, ça va être du coup le Search Engine Advertising, donc pour les gens qui payent, du coup, qui vont sur la régie publicitaire de Google et qui payent directement pour être en première position. Alors là, je vais taper plutôt, ça c'est pas un bon exemple, Mug Cake par exemple. Ça c'est pas un bon exemple non plus. Ok, faut que je... Mug Superman. Toc, et tu vas avoir normalement des... Alors ça, c'en est. Bon, du coup, c'est pas ça que je voulais te montrer. Ça, c'est Google Shopping. Donc, c'est l'un des canaux publicitaires aussi de Google. Là, on est sur du Search Engine Advertising aussi. Ce que je voulais te montrer, c'est des résultats qui se trouvent sur cette forme-là. Exactement la même chose. Et tu vas avoir un petit... Attends, mais il faut que je te le montre quand même, je vais trouver. Euh, Formation marketing. Voilà. Je sais pas quand est-ce que j'ai tapé ça. Annonce. Voilà. Là, tu as le petit sigle annonce. Ça signifie que ça, quelqu'un a payé pour être ici. Donc ici, c'est de la publicité. Ici, c'est de la publicité. Ici aussi, etc. Parfois, ici, ça peut être de la publicité également. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas. Et voilà. Et souvent, à la fin, tu as aussi de la publicité. Là, tu en as une dernière, pardon.
etc. Donc par opposition à la publicité payante tout simplement. Donc SEO et SEA. SERP, je te l'ai défini, c'est les pages. Donc on parle de position 1, 2, 3, 4, 5, etc. sur la SERP 1, SERP 2, SERP 3. Donc souvent on fait des analyses de SERP en SEO. On analyse un petit peu la concurrence sur tel mot-clé. On va regarder, ok, est-ce que c'est des gens qui bossent vraiment à fond leur SEO, qui ont fait un travail au niveau des mots-clés, au niveau des métadescriptions, métatitres, etc. On voit ça juste après. Donc, impression versus clic, c'est une notion qui est importante aussi. Tu vas avoir plusieurs courbes quand tu analyses ton trafic naturel. Tu vas pouvoir voir tes impressions d'une part et tes clics d'autre part. Toi, évidemment, tes visiteurs, ce sont tes clics. Ça va de soi. Quelqu'un qui a cliqué, donc c'est il est allé sur ton site. Tes impressions, il faut comprendre littéralement ce que ça veut dire. Ça veut dire littéralement, j'impressionne l'écran. J'ai eu une impression, comme de l'impression papier. Donc je suis apparu à l'écran. Donc là, il y a une impression, là, il y a une impression, il y a une impression, etc. Tant que j'ai pas cliqué, c'est pas comptabilisé comme un clic, bien sûr. Donc le clic, c'est un niveau un peu plus bas dans l'entonnoir de vente et un peu plus bas dans le niveau d'engagement et de qualification de ton visiteur, de ton internaute. Donc tu as d'abord les impressions, puis ensuite les clics, etc. Donc, ça fait partie des signaux que tu vas sans doute analyser quand tu vas travailler ton référencement, etc. Pense bien à la différence entre impression et clic. Je pense qu'elle est assez claire pour toi maintenant. Donc, impression versus clic. Évidemment, tu veux beaucoup d'impressions, mais tu veux aussi beaucoup de clics. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'impressions sur un mot-clé et qu'on veut plus de clics? Eh bien, on améliore son taux de clic. C'est-à-dire, on améliore la capacité à ton résultat, on va appeler ça comme ça, cet extrait-là, de susciter le clic, de donner envie de cliquer, d'être clickbait par exemple aussi, comme on dit un petit peu, d'être tout ça. En gros, on améliore le taux de clic. Donc impression et clic avec le taux de clic au milieu, qui balance un petit peu la relation entre les deux. Les positions, donc ça c'est assez clair pour vous. Et puis ensuite, quelques mots compliqués mais qui sont importants, j'ai parlé d'indexation. C'est-à-dire que parfois tu as des sites qui sont tellement mal fichus en termes de structure SEO ou qui sont tellement loin sur la planète, je sais pas quoi, sur Internet, qu'ils sont même pas indexés, ou alors, voilà. Alors, en général, il faut juste vérifier. On parle d'indexation quand le robot de Google, Google, du coup, son business model, c'est un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, du coup, lui, il a des robots. Je crois qu'on appelle ça on parle de Googlebot, il me semble, dans le cas de Google. Et ces Googlebots, ils vont venir sur ton site pour indexer ton site. Donc, ils vont parcourir ton site, ils vont regarder ce que tu as mis, ce que tu as fait, etc. Le contenu, en fait, de manière générale. Ils vont regarder le contenu, ils vont analyser, ils vont pondérer différents signaux. Tous ces signaux-là, on va les voir juste après en SEO on-site et off-site. Et ils vont déterminer ton classement dans les résultats. Et voilà, le but étant que si toi tu veux être le plus haut possible dans le classement, forcément, il faut que ton contenu soit de meilleure qualité possible. Sans parler du fait que tu as évidemment des gens qui essayent de manipuler directement l'algorithme, donc les robots de Google, en faisant du black hat ou des trucs avec des histoires de netlinking, tout ça, on va en parler aussi un petit peu juste après. Mais que tu cherches à manipuler ou non, in fine, le but de Google, en tout cas, pas ton but à toi, mais celui de Google, c'est de faire un classement juste en fonction de ce que les gens cherchent pour leur donner les meilleurs résultats possibles par rapport à leur intention. L'intention de l'internaute au moment où il recherche un truc. Donc Google fait en sorte d'essayer de voir si l'intention c'est une intention d'achat, de recherche, où ils veulent du contenu, un article de blog, où ils veulent plutôt une vidéo en réalité, ou une recette. Tu vas voir que Google peut très rapidement déterminer en fonction de ce que tu cherches. Si c'est plutôt en général une recette que tu veux, il va te faire sortir des résultats qui sont vraiment en rapport avec des recettes, etc. Donc il classe. Les robots de Google font en sorte de classer. Donc tu es indexé dans les résultats, de la même façon que tu seras indexé dans les pages jaunes, dans un annuaire par exemple. L'action de Google, du robot de Google, on va dire, sur ton site, de crawler, c'est ce qu'on appelle donc le crawling. Il parcourt ton site. Le crawling, c'est juste le fait qu'il parcourt ton site, il analyse tout ça, il le crawl, littéralement, voilà, c'est en anglais, c'est juste pour dire en français, il parcourt ton site pour ensuite indexer et, comme je dis, pondérer les signaux et te classer dans les résultats et voilà, que tu apparaisses ensuite dans les résultats des moteurs de recherche. Et donc, la notion d'algorithme, qui est tout simplement le programme de Google. Je ne vais pas définir ce que c'est un algorithme dans cette vidéo, mais c'est Google en tant que le programme de Google, qui est évidemment, dont les voies sont impénétrables, hein, puisque c'est quand même tous les gens qui sont passionnés de SEO, etc. On est tous plus ou moins à essayer de voir ce qui marche
le mieux ou le moins bien, quels sont les signaux les plus importants, les moins importants, etc. en SEO. C'est le travail des spécialistes et des experts sur ce domaine-là, bien sûr. Mais l'algorithme, on parle du programme. Le programme de Google, qui est donc son travail de classer ton site et tes pages, etc. Voilà. Bon, tout simplement, on a juste parcouru rapidement quelques mots compliqués, un petit peu de jargon SEO, mais qui sont quand même relativement importants. Alors, du coup, on va parcourir ensemble, puis je vais te montrer juste quelques exemples. Je pense que je ferai des allers-retours régulièrement pour te montrer directement sur Google. Le SEO on-site, le SEO off-site. Le SEO on-site, ça va être tout ce qui est sur ton site, littéralement. Off-site, c'est en dehors de ton site. On-site, c'est sur ton site, c'est le contenu. Donc la manière dont ton site est structuré. Est-ce que ton site est bien structuré pour plaire au moteur de recherche? Pour plaire au moteur de recherche, en général, normalement, ça veut dire, par extension, pour plaire à l'internaute aussi, hein, évidemment. L'intérêt du moteur de recherche est supposé être l'intérêt de l'internaute. Donc la manière dont ton site est structuré, la manière dont ton contenu est optimisé. Donc le contenu, ça va être tes articles de blog, ça va être toutes les pages de manière générale sur ton site, en sachant que Google, et je vais te montrer ça tout de suite, lui, il voit ton site pas du tout comme toi tu le vois. C'est hyper important. Alors attends, je vais te montrer, je le fais en même temps que toi parce que peut-être ça t'intéressera d'installer cette extension, une extension Chrome. Alors je crois que je vais t'appeler... Ouais. Donc celle-ci, elle est intéressante, je vais faire ça tout de suite. Hop, je l'ajoute. Ça va te permettre de voir, une fois qu'on enlève une partie du code qui est en rapport avec le style, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment pour la mise en forme, pour faire joli, etc., pour avoir un beau site internet tout simplement, à quoi ça ressemble un site du point de vue de Google. Et ça, c'est vraiment le SEO on-site en fait. Donc, si je vais sur un site, je vais taper Britney Spears. Je suis inspiré, hein. Britney Spears, on va aller, le site, ouais, je sais pas. On va là par exemple. Si je retire, juste ici, on va aller dans CSS. CSS, c'est le langage qui sert à mettre en forme et à faire joli le site. Si je retire le CSS, juste ici, il ne reste que ça. Là, regarde, tu vois, il reste surtout des images qui ont été mises comme ça, et puis du texte, du texte, du texte, du texte. Là, ce que je te montre là, alors il y a d'autres façons de faire apparaître ça, hein. Là, je t'ai montré avec une extension Chrome. Là, ce que je te montre, c'est ce que voit Google. C'est ça qu'il voit, lui. Donc, c'est pas toi ton site, comment tu vois bien que du coup, quoi, toi quand tu fais ton site, tu es un petit peu biaisé par la mise en forme et toutes ces choses-là. Le robot, lui, il parcourt ton site, il ne voit que la manière dont c'est structuré comme ça. C'est-à-dire là j'ai un titre, là j'ai un paragraphe, là j'ai un lien, là j'ai des caractères en italique, ce qui signifie que ça a une certaine importance ou que ça a du sens, que ça a une certaine signification. Là j'ai une image qui n'est pas contrairement... Hop, toc. Là, tu vois, par exemple, tu vois, il y a des images partout. Même le fond, c'est de l'image, tout ça, c'est de l'image, on est d'accord. Et il y a un tas d'images ici qui n'ont aucun sens, dans le sens où c'est fait pour faire joli. C'est fait pour habiller. Alors que là, tu vois, ici, ces images, elles ont été incorporées directement en HTML. Elles n'ont pas été incorporées pour faire joli. C'est-à-dire que tu vois, tout a disparu, sauf par exemple cette image. Autrement dit, cette image, elle a du sens. Google le sait, ça. C'est-à-dire que tu as mis cette image-là, et alors il y a d'autres trucs, on en parlera après, mais là, l'image, elle a du sens, c'est important. Le texte, c'est important. Le titre, c'est important. La liste à puce, qui est en fait un menu. En général, les menus à la base, si on regarde du point de vue du code, c'est souvent des listes à puces qui sont ensuite mises en forme pour ressembler à un menu. Mais tout ça, voilà, lui, c'est ce que lui il voit. Donc ça, c'est ta partie on-site. Donc là, tu comprends peut-être quelque chose, c'est que plus tu as de contenu, alors toute proportion gardée, voilà, faut pas non plus exagérer, mais plus tu as de contenu et plus tu as de chances d'être bien indexé, bien référencé, en fonction des mots-clés ou des requêtes que tu vises. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre beaucoup de contenu, écrire beaucoup de contenu, contextualiser, pas en rapport évidemment avec ce que ton site ou le site ou l'agence ou peu importe. Plus tu as de contenu, mieux tu seras référencé. Toc. Je ferme tout ça. Je reviens juste ici. Donc, on revient. Donc, comme je dis, ajouter donc déjà SEO Insight, mots-clés ou requête cible, page produit versus page de contenu. On est à peu près sur le même dilemme, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en général, tu cibles avec une page égale un mot-clé ou une requête cible en général.
On attend de plus en plus Google s'éloigne de cette façon de, mais ça reste quand même la base, les fondamentaux. Et je préfère vous enseigner ça dans cette vidéo plutôt, même si faut le savoir quand même. Plus ça va, plus Google essaye de faire du référencement de manière très 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 organique, où on se détache de cette façon un peu plus vieille. C'est vraiment les débuts du SEO, mais avec les systèmes de mots-clés, etc. Plus ça va, et plus Google s'éloigne de ça. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout une réalité. La réalité du SEO, pour l'instant, ça reste tout ce que je te montre dans cette vidéo. Donc un mot-clé, une requête cible. Donc par exemple, j'ai une page sur la cuisine japonaise. Eh bien peut-être que ma requête, ça va être cuisine japonaise pour cette page. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en général qu'on essaye d'optimiser souvent le nombre de fois, la densité, on parle du mot-clé, le nombre de fois où le mot-clé apparaît dans la page. Donc que tu as une page de contenu, une page produit, un article de blog, quoi que ce soit, le mot-clé que tu vises, tu fais en sorte qu'il apparaisse plein de fois. Tu as un certain pourcentage, comme on dit un sweet spot en anglais, qui est aux alentours de, je sais plus, 3, 4, 5%. Honnêtement, j'utilise souvent des outils pour m'assister. Sur WordPress, c'est Yoast SEO qui m'assiste. Donc je calcule pas toujours de tête, mais tu as un certain pourcentage. Il faut que ton mot-clé apparaisse le plus souvent possible. Alors, à l'époque, ça se fait plus du tout maintenant, mais pour manipuler l'algorithme de Google, pour manipuler les résultats, on faisait apparaître le mot-clé ultra, ultra, ultra souvent. Ce qu'ils faisaient, c'est ils mettaient sur un fond blanc, par exemple, et ils mettaient le mot-clé sur fond blanc. C'est-à-dire qu'ils écrivaient en blanc sur fond blanc. Donc par exemple, si mon mot-clé c'est cuisine japonaise, j'écrivais 50 fois cuisine japonaise en blanc sur fond blanc. Ce qui fait que ça, c'est pour le moteur de recherche. L'IE voit ça, il se dit, oh là là, cette page, elle est vraiment sur la cuisine japonaise. Super page, il faut que je la mette en avant. C'est vraiment pertinent, ça apparaît plein de fois. Depuis, Google a fait beaucoup de chemin, hein. Ça marche plus. Si tu fais ça, ça va pas marcher. Et par contre, vu que c'est en blanc sur fond blanc, ça dérangeait pas l'internaute. Lui, il voyait pas ça. Donc ça, c'était les petites astuces de Black Hat à l'époque. Moi, j'ai pas trop connu, hein, cette période-là, mais je connais quelques techniques comme ça. C'est assez marrant. Puis ça permet de bien comprendre aussi de quoi il s'agit. Donc, mots-clés, requête cible. Très important. Ajouter du contenu. Ajouter du contenu, tu as une notion en SEO qu'on parle de cocon sémantique. Je sais que tout le monde n'aime pas cette notion en SEO. Moi, je la trouve intéressante parce qu'elle te permet de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que tu essayes littéralement de créer un cocon. Tu tisses une toile, tu crées vraiment. Donc, il faut que tu ajoutes beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Du contenu, du contenu. Le contenu, c'est la clé. Vraiment beaucoup de contenu. Contextualisé. Du contenu en rapport avec ce que tu essayes de faire. Et la notion de cocon sémantique renvoie tout simplement au fait que tu utilises un peu tout le champ lexical autour du mot-clé que tu utilises. Parce que Google, il pondère en fait le nombre de fois en pourcentage que plein de mots apparaissent régulièrement autour d'un mot-clé principal. Donc si par exemple c'est cuisine japonaise, peut-être que régulièrement tu vas avoir le mot rouleau à sushi dans la plupart du contenu sur Internet qui apparaît X fois en pourcentage. Et donc il pondère tout ça et il comprend au bout d'un moment tout simplement que ok, donc ton contenu parle de ça, il va être plus ou moins pertinent par rapport à telle ou telle requête. Il pense à tout ça. Il pense vraiment cocon, tu vois. Cocon sémantique, tisser une toile, pense à tout ça. Pense vraiment à un truc vraiment organique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de cocon sémantique. C'est un terme un peu, c'est pareil, c'est du jargon un peu barbare, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre que je trouve vraiment intéressante. Ensuite, comment on parle de structurer? Balise H1, H2, strong, emphase, paragraphe, alt, etc. En gros, tout ça, c'est du HTML. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je t'ai montré tout à l'heure, quand j'ai enlevé tout le style, quand j'ai enlevé le CSS, il restait que le HTML. Le HTML, c'est la structure, c'est la base, c'est ce que Google voit avant tout pour pouvoir classer ton contenu, ton site sur les résultats, etc. Là, ce que je te montre là, c'est du HTML basique. Donc, il faut que tu te serves, il faut que tu penses HTML comme tu penses, je suis en train de donner du sens à ce que je fais. Je vais être plus clair. Quand tu écris un article de blog, tu vas voir par exemple le titre de ton article. Le titre a beaucoup d'importance. En HTML, on appelle ça un H1. Et donc en SEO, on appelle ça un H1 aussi. Par extension, tu as plein de trucs en HTML qu'on retrouve forcément en SEO, même si plein de gens qui font du SEO aujourd'hui ne codent pas forcément. Mais le HTML est vraiment pas un langage compliqué. Le H1, c'est le titre principal de ta page. Tu as toujours un seul H1 normalement par page. Normalement. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, par exemple, ton mot-clé principal, tu vas le retrouver dans ton H1, forcément. Le H1 sur une page produit, c'est le titre de ton produit, par défaut. Le H1 sur un article de blog, c'est ton titre de blog, par défaut. Le H1 sur une page, alors
si tu fais une page sur WordPress random, euh, tu peux ne pas mettre de H1. Je veux dire, si tu ne sais pas qu'il faut mettre un H1, qu'il faut mettre un titre principal, etc., tu peux ne pas le mettre. Donc il faut faire attention à ces choses-là, justement. Tu mets un H1. Ensuite, puisque c'est un langage, comme je dis, structurant, le HTML, tu as un langage, tu as des balises, on appelle ça des balises, hein, du coup. Juste ici, tu as une balise pour ouvrir, une balise pour fermer, qui dit en fait tout simplement à Google, ceci est un titre. Et donc toi, tu mets ton titre. Tout ça, toi, tu le vois pas évidemment quand tu utilises WordPress, Shopify, etc. Eux, ils te font un éditeur qui est très très visuel. C'est-à-dire que toi, tu as juste à écrire et tu peux donner du sens en disant rapidement ça c'est un titre et tout, et il va te le mettre en gros, en gras. Toi, tu comprends que c'est un titre. Mais lui, en réalité, ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il a mis des balises, il a structuré pour dire ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe, ou du coup, ça c'est un titre, sous-titre, sous-sous-titre. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu as plein de niveaux de titres. Le H1, toujours un seul. Ensuite, tu peux en avoir donc ce qu'on appelle des H2, des sous-titres, donc de moindre importance, juste en dessous. Et des H2, tu peux en avoir plusieurs. Tu peux en avoir plusieurs. De la même façon, tu peux avoir ensuite des H3, qui sont des sous-sous-titres. Ensuite, H4, etc. On va rarement jusqu'à H4. Déjà, H3, c'est pas assez peu courant, mais bon, ça m'a quand même arrivé plusieurs fois d'utiliser des H3. Des H2, c'est très 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 courant, et toujours un seul H1. Le but, c'est de structurer pour que déjà ce soit plus clair pour l'internaute, mais que ce soit aussi beaucoup plus clair pour le moteur de recherche et donc mieux référencé. Donc pense toujours à ta structure. Quand tu utilises ce langage structurant, on parle de HTML, donc on parle de SEO aussi, tout ce que tu fais doit avoir du sens. C'est pas pour faire joli. Donc quand tu dis quelque chose, tu mets des caractères en gras par exemple. Le caractère en gras, c'est des balises structurantes qui leur donnent du sens. Si c'est en gras, tu es en train de dire au moteur de recherche, ça c'est un peu plus important. Les mots que j'ai mis en gras, c'est un peu plus important. De la même façon, en italique, tu es en train de dire au moteur de recherche, ça c'est un peu plus important, mais un peu moins important que le caractère en gras. C'est un petit peu moins important. Et tu as plusieurs niveaux comme ça. Donc de manière générale, quand tu utilises tes balises pour des H1, donc des titres, des H2, des sous-titres, la balise strong qui correspond en fait à mettre des caractères en gras, la balise emphase qui correspond à mettre des caractères en italique, la balise P qui est en fait la balise pour les paragraphes, donc c'est quand tu as des paragraphes par défaut de base, et la balise alt c'est quand on te dit, tu as une image, il faut que tu dises ce que c'est en fait l'image. Donc tu as une balise tout simplement pour donner du sens, c'est un peu comme une légende, mais la balise alt c'est une légende invisible. La balise légende, c'est encore autre chose. La balise alt, tu la vois pas directement, mais normalement, tous les CMS te laissent la possibilité de rentrer cette balise, qui est une balise pour dire à Google qu'est-ce que c'est que cette image, et pour mieux la référencer, entre autres, dans Google Images. Parce que quand tu fais attention à bien référencer tes images, il faut penser aussi que tu as Google Images, et pas seulement les résultats textuels. Donc toutes ces balises-là, elles sont faites pour avoir du sens. Donc tu les utilises seulement pour donner du sens. Tu mets pas des trucs en gras pour faire joli. Tu mets des trucs en gras parce que tu es en train de dire ça, c'est important. Et logiquement, si tu mets des trucs en gras pour dire ça, c'est important pour le moteur de recherche, c'est supposé avoir du sens pour l'internaute aussi. Ça dit aussi à l'internaute que ça, c'est important, etc. Ok? Donc là, normalement, je fais souvent la distinction entre moteur de recherche et internaute. Normalement, ils ont le même intérêt dans l'histoire. D'accord? Donc voilà pour les balises. Donc pense, voilà, quand tu écris un article, hein, tout simplement, et que tu fais du contenu, beaucoup de contenu, fais attention à tout ça et structure pour que ça ait du sens. Donc oublie pas de mettre des sous-titres, hein, c'est très important entre les différents paragraphes. Quand tu écris un article, écris pas des pâtés trop longs. Tu AR, tu fais par exemple 300 mots maximum, ensuite tu mets un sous-titre, 300 mots, un sous-titre. Dans chacun de ces sous-titres, tu mets de temps en temps, tu fais revenir ton mot-clé principal et puis bah, tu mets des mots du champ lexical autour de cette notion de concon sémantique que j'ai évoquée juste avant. C'est ça que tu fais. Donc tu mets des mots-clés qui gravitent autour de ce que tu essayes de faire, tout simplement dans les sous-titres, puis dans les paragraphes, etc. Ok? La notion de maillage interne, c'est la notion qui renvoie en fait à la notion de toile tout simplement sur Internet. Ce qui est vrai à l'échelle d'Internet est vrai à l'échelle de ton site. Donc il faut que tu crées une toile, tout est connecté de manière à avoir du sens, de manière à ce que ce soit agréable, fluide, aussi bien pour le moteur de recherche que pour l'internaute. Donc tu fais des liens quand tu écris un article. Tu vas faire par exemple des liens vers d'autres articles à toi. Tu fais des liens vers d'autres articles, tu fais des liens vers des produits dans ton site, tu fais des liens, etc. Il faut que tu penses un peu en cascade comme ça, d'accord? Et que tu tisses une toile, que tu crées ce qu'on appelle un maillage interne. La notion de maillage interne, elle est là. Donc ça vaut autant comme je viens de te dire là, je viens de te donner des exemples in-text.
c'est-à-dire à l'intérieur de ton article, à l'intérieur d'une page de contenu, etc. Et ça va aussi bien pour ta navigation, nav, qui correspond donc bah, à ton menu, au menu de ton site. La notion de maillage interne prend tout son sens ici aussi. Donc il faut que tu fasses attention à avoir un menu bien structuré. Donc ça veut dire, si tu optimises le contenu, le SEO on-site pour ton menu, ça veut dire que probablement les noms qu'il va y avoir dans ton menu sont des noms qui renvoient à des choses qui gravitent autour de ce que tu essayes de faire. Si c'est une boutique e-commerce, c'est probablement des catégories d'accessoires qui sont souvent pas mal recherchées sur Internet. Tu vois où je veux en venir? Donc mug, si tu as un site sur les mugs, tu vas avoir une catégorie mug chien, mug chat, mug je sais pas quoi. Tout ça, normalement, ça correspond à des recherches que tu as pu faire en amont, où tu sais que tu as tel volume de recherche, où tu veux que les gens, tu veux optimiser ton SEO on-site en fonction de tous ces mots-clés évoqués. Voilà, c'est encore la notion de cocon sémantique. Tout ça, c'est un peu relié, hein. Je pense que tu cernes. Je perds mes mots. Bref. Maillage interne, donc là, comme je viens d'expliquer, donc ça c'est important. Fais beaucoup de liens dans tes pages de contenu, même sur tes pages produits pour une boutique e-commerce. N'hésite jamais vraiment à faire des liens vers d'autres pages produits. Souvent, le maillage interne, il fonctionne aussi si tu as par exemple une catégorie, tu as une page produit et tu as un feed juste en dessous avec écrit par exemple, vous serez sans doute aussi intéressé par tel produit, tel produit, tel produit dans ta boutique. Donc ça, tu amènes les gens vers d'autres produits. Ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, pour Google, ils voient bien qu'il y a des liens vers d'autres produits. Du coup, là, il y a bien du maillage interne, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour le maillage interne, cette notion de SEO on-site. Ensuite, méta-titre, méta-description et URL. Tout simplement, tu vas, tu vas voir, en fait, on va rester sur Elon Musk, tiens, cette fois. Quand tu fais une analyse d'une SERP, comme ici, tu as tout ça. Tout ça, c'est évidemment pondéré. Alors, toute proportion gardée, puisque c'est pas un truc qui est super, 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 super important, mais c'est quand même assez important. On est sur, je sais plus qui disait ça, on appelle ça du débouchage de tuyaux. C'est-à-dire que ça, c'est quand même de l'optimisation. C'est pas l'alpha et l'oméga du référencement, mais c'est vraiment de l'optimisation. Et honnêtement, ça, c'est quand même suffisamment important pour que tu prennes le temps de le faire. Alors, sauf si tu as déjà un site avec des milliers de pages et que tu n'as jamais pris le temps de faire ça, le fais pas toi directement. Enfin voilà, mais c'est quand même assez important. Surtout si tu démarres, tu pars sur un nouveau projet, prends le temps de le faire. Tu as ici le métatitre. Ici, sur la plupart des CMS, tu as forcément d'une façon ou d'une autre à un moment des outils qui te permettent de contrôler ce qu'il y a décrit ici directement. Ici, on appelle ça un métatitre. Donc là, pareil, il y a les mêmes notions qui reviennent. Cocon sémantique, utiliser le champ lexical autour de ce que tu essayes de viser, le mot-clé, mettre ton mot-clé principal, la requête que tu vises, etc. Donc, métatitre, métadescription. Ici, pareil, tu peux contrôler. Sur WordPress, encore une fois, c'est Yoast SEO qui est très bien, mais tu as des tas d'autres outils qui font le taf aussi. Et l'URL, tu peux contrôler aussi ce qu'il y a décrit au niveau de ton URL. Voilà, donc métatitre, URL, métadescription, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si tu fais une recherche sur un mot-clé en particulier que tu cibles, sur lequel tu veux apparaître, si tu fais une analyse de la SERP 1 et tu vas voir si de manière générale les gens ont tendance ou pas à travailler leur méta-description, méta-titre, URL. Si par exemple tu es sur une SERP ultra concurrentielle où tout le monde a vraiment bien travaillé aux petits oignons, tous ces éléments-là, bah, tu sais que tu as probablement affaire à des gens pardon, qui sont conscients de toutes ces problématiques de SEO, ce qui peut te donner des tas d'informations sur la concurrence. De manière générale, si jamais ça peut être quelque chose sur lequel tu peux te positionner, enfin, ça peut être un truc cool pour toi de... Je perds mes mots, je suis désolé, j'ai une grosse journée déjà de travail. Voilà, moi je pense que tu as compris l'idée, méta-titre, méta-description et URL. C'est juste ici, c'est des choses sur Shopify, tu peux le faire nativement par exemple. Sur les pages produits, tu as directement un endroit tout en bas où tu peux aller modifier tout ça. Voilà, ensuite quelques autres notions, voilà, alors justement, donc je ne vais pas en parler, mais quelques autres notions qui ne sont pas essentielles pour toi. On parlera de manière générale de SEO technique, c'est-à-dire que ce n'est pas le SEO fondamental. Tu as plein de petites notions dont je ne te parle pas, dont je suis bien conscient. Il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui connaissent peut-être déjà très bien tout ça, qu'on appelle du SEO technique. Je pense que ça ne sert à rien de rentrer à ce point-là dans les détails, dans les limbes, dans le labyrinthe du SEO. Ça sert vraiment à rien. Il y a aussi
Beaucoup avec tout le respect que j'ai pour les experts en SEO, beaucoup de masturbation, bien sûr, sur tous ces sujets-là. En fait, c'est pas de la masturbation quand ça concerne un expert en SEO, parce que c'est son taf, il a 100% là-dedans, il n'y a pas de souci. Si toi, tu es vraiment entrepreneur, t'embête pas avec tous les petits trucs C'est-à-dire que tout ce que je te présente là, ça suffit pour toi, pour tout des boîtes en SEO. Le reste, ça ne regarde que les gens qui sont passionnés de SEO, qui sont vraiment experts là-dedans. Donc, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin que tout ce que je te présente sur cette slide, sincèrement. Et puis dernière notion vite fait de SEO Insight quand même, qu'on appelle les encres, qui ont été très très importants à une époque, ils le sont toujours aujourd'hui, mais quand même un peu moins, c'est le fait d'utiliser des mots-clés dans des liens. Par exemple, juste ici, je t'ai parlé de liens in-text, je t'ai parlé de maillage interne, et quand tu fais un lien vers une autre page sur ton site, le lien que tu fais, le pire truc à faire, c'est de faire rendez-vous ici, par exemple, pour envoyer sur une autre page de ton site. Pourquoi? Parce que l'encre, c'est de ça dont il s'agit en fait, que tu viens de faire, c'est rendez-vous ici. Tu es en train de dire à Google le mot-clé, le truc, la requête, l'intention en tout cas au moment de vouloir cliquer sur ce lien qui est importante, c'est rendez-vous ici. En fait, ça n'a aucun sens pour Google. Ça n'a absolument aucun sens. Ça a du sens que au début d'Internet, parce que les gens avaient peut-être pas trop l'habitude de devoir cliquer sur un lien, de tout ça, ils avaient besoin de repères. Aujourd'hui, je pense que c'est majoritairement pas du tout nécessaire de faire ce genre de truc, rendez-vous ici, cliquez ici, etc. Tu peux le faire, hein, ça dépend du contexte de chacun, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, tu essayes de faire une encre, ça veut dire que tu donnes une information importante pour Google, du lien que tu es en train de faire. Donc si tu envoies vers une page mug chat, eh bien le lien depuis l'article où tu envoies vers la page, du coup, le lien en question, tu vas écrire mugchat par exemple, le mot-clé sur lequel on peut cliquer, au lieu d'écrire rendez-vous ici, tu écris mugchat. Tu fais ce qu'on appelle une encre en fait. Et voilà, tout simplement, c'est une notion assez importante en SEO que je t'invite à faire du coup quand tu fais du maillage interne sur ton site. Quand tu fais du maillage interne, pense encre sur ton site, pense encre toujours et mets des mots-clés, place tes mots-clés sur tes liens. Voilà. J'ai parlé d'alpha et d'oméga. Du coup, l'autre partie, le SEO off-site, eh bien, c'est du link building essentiellement. C'est la notion de lien. Tu as une notion toute bête en fait de popularité qui fonctionne exactement comme les êtres humains. C'est-à-dire que plus on parle de moi, eh bien plus je serai populaire. Tu vois, si on fait vraiment un truc bête, plus on parle de moi, plus je serai populaire. C'est pareil sur Internet. Plus on parle de toi, plus tu seras populaire. Plus tu as de liens qui pointent vers ton site, plus ton site est populaire, plus tu as d'importance pour Google et mieux tu seras positionné et référencé. C'est des critères de popularité. On parle en général de link building, c'est la capacité à faire, enfin le link building en général, on parle de faire des campagnes justement où on va aller chercher plein de liens sur plein de sites, sur des blogs, etc. qui sont dans notre thématique et on cherche à construire un maximum de liens qui pointent vers ton site pour faire grossir la popularité de ton site et très largement, quand je dis très largement, c'est très largement, augmenter la force, le poids de ton nom de domaine, du coup, truc.com, sur les moteurs de recherche et sur les différentes pages que tu indexes, justement. Donc on fait du link building où on parle de backlinks, c'est à peu près la même chose tout ça, mais les backlinks du coup c'est les liens qui renvoient justement vers ton site, donc tu cherches à positionner des backlinks, à poster des liens tout simplement en fait, tu cherches à poster des liens vers toi. Tu as plein de façons de faire du link building. Tu as par exemple des articles sponsors, bien sûr, donc tu vas vers des blogs ou des sites ou n'importe, tu demandes directement à payer si c'est possible pour avoir un article qui pointe vers ton site. Et évidemment, donc toi, tu vas écrire cet article-là, toi ou eux, ils l'écrivent directement, peu importe. Vous allez écrire un article et tu as un lien qui pointe directement vers ton site. Par exemple, une encre, de préférence sous la forme d'une encre. Donc tu fais des articles sponsorisés, tu crées des partenariats, tu as des partenaires et donc du coup vous avez des liens qui pointent les uns vers les autres, comme ça vous vous aidez mutuellement, etc. Il y a la notion d'empreinte qui revient très souvent aussi quand on parle de SEO off-site. C'est tout simplement des gens, et tu trouveras du contenu sur Internet là-dessus assez facilement, qui utilisent des requêtes assez spéciales, un petit peu techniques, mais qui ne sont pas très compliquées, sur Google, qui permettent de faire ressortir les résultats qu'ils veulent pour trouver les emplacements idéaux où aller poster des liens ou essayer d'obtenir des liens vers ton site. Je te recommande, il y a Ninja SEO, Ninja Link, je sais plus quoi. Je pense que je mettrai dans la description, mais il y a un site qui est vraiment très bien pour apprendre ça. Je ne vais pas t'apprendre à utiliser des empreintes, hein, mais c'est un truc qui revient très souvent et voilà, si tu veux apprendre un peu en mode ninja à trouver des liens par toi-même, sache que c'est de plus en plus difficile quand même d'utiliser des empreintes Google et la plupart des gens aujourd'hui, je l'ai mis en dernier point, beaucoup d'experts en SEO, ça se fait vraiment beaucoup, hein,
même si Google n'aime pas ça, et je ne sais pas si un jour Google sera capable de se protéger de ça. Donc il faut faire attention, mais c'est très très courant, c'est de faire appel à des agences de netlinking. Donc en gros, netlinking, c'est encore la même chose. Après, si tu t'y connais vraiment bien en SEO et que tu veux m'expliquer bien la différence entre link building et netlinking, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Je pense que pour la plupart des gens, c'est pas des distinctions très importantes. Une agence de netlinking, c'est des gens qui ont déjà un grand réseau de sites, plein de blogs, plein de sites, et avec qui tu vas directement payer pour avoir des articles, un, 2, 3, 4 articles, qui sont contextualisés. Il faut toujours que le site sur lequel tu veux des liens qui pointent vers ton site soit dans la même thématique que toi, évidemment. Et ça, Google en prend compte, c'est très important. On parle de contextualisation. Et donc, tu fais appel à ces agences pour payer directement, pour avoir des liens vers toi. Et du coup, si tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup plus simple, quand tu as un petit peu d'argent, quelques centaines d'euros, hein, même ça commence à quelques dizaines, mais quelques centaines d'euros, c'est pas forcément très cher, hein, honnêtement, les agences de netlinking. Si jamais tu voulais vraiment propulser rapidement le référencement d'un de tes sites et que tu as par exemple 300, 400, 500 euros, tu peux vraiment déjà commencer à travailler avec des agences de netlinking et tu peux essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Je te laisse taper sur internet agence de netlinking, voir ce que tu trouves. Tu as par exemple, je crois, netlinking.com, quelque chose comme ça, avec qui j'avais échangé plusieurs fois. Voilà, donc sache que c'est très courant. Et quand tu vois des gens qui ont des résultats explosifs en référencement, c'est vraiment pas rare qu'ils fassent appel à des agences directement pour acheter en fait des articles. Voilà. Donc on revient rapidement à toute la liste. NoFollow, DoFollow, c'est quand même assez important. En fait, c'est tout simplement que tu vas avoir des liens qui n'ont pas beaucoup d'importance. Alors, il y a des débats dans les communautés en SEO sur les ratios nofollow, dofollow. Si tu vois de quoi je parle, sache que je vais pas aborder ça dans cette vidéo, c'est pas important. Mais pour le commun des mortels, on va dire, pour les autres en général, de manière générale, tout ce que tu veux, c'est des liens en dofollow. C'est des liens qui sont comptés par les moteurs de recherche, donc par Google, comme étant un lien qui compte en fait. Je me suis très mal exprimé. En gros, à une époque, il y a trop de gens qui faisaient des campagnes, notamment avec des empreintes Google, pour essayer de remonter jusqu'à des sites, des blogs WordPress, etc., pour lâcher massivement des commentaires, pour pouvoir avoir dans les commentaires des liens qui pointent directement vers ton site, etc. Ce genre de pratique. Du coup, en fait, ils ont appris à se protéger, donc notamment sur WordPress maintenant. Quand tu mets un lien dans un article de blog WordPress en commentaire, ce commentaire, par défaut, il est en nofollow. Ça veut dire qu'il ne comptera pas pour ton référencement. NoFollow, c'est une balise HTML en fait. Un attribut de balise. Il me semble que c'est un attribut. Là, ça ne comptera pas dans ton référencement. Donc, ce que tu veux faire, c'est tu cherches toujours à faire en sorte que ça compte dans ton référencement, donc des liens dofollow. Donc, il faut que tu vérifies si c'est des liens dofollow. Je vais te montrer comment on peut faire ça. On va aller sur le site de Tesla rapidement et je vais te montrer. Là, tu as un lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Et je vais faire un truc magique, un truc de ninja. Je vais faire inspecter comme ça. Et à partir du moment où tu as fait inspecter, donc ce que tu vois, c'est le code. Et donc là, on est sur une balise c'est un lien. Les balises A avec des petits chevrons là. Le A, c'est une balise pour faire un lien. En HTML, c'est les liens. C'est un A. A, href. Et href, ça pointe donc vers le lien, le lien en question du coup. Et là, par exemple, il n'y a rien du tout. Tu vois, j'ai juste A, href. Là, je sais que c'est une balise dofollow. C'est-à-dire que c'est un lien qui compte. Pourquoi je le sais? Parce qu'il n'y a rien, justement. Si jamais, quand c'est un lien dofollow, il y a rien, tout simplement. Quand c'est un lien nofollow, à l'intérieur, juste ici, à href, tu auras également un attribut. Ce sera écrit nofollow. Si c'est nofollow, c'est écrit. Donc, par défaut, quand tu fais le clic droit que je t'ai montré, c'est pas compliqué, hein, t'inquiète pas, tu vois bien, c'est surligné directement. C'est la partie qui est vraiment, j'allais te montrer à l'écran, mais tu vas pas voir, concernée juste ici. C'est cette partie-là qui est concernée. Si c'est écrit nofollow, c'est que c'est un lien nofollow. Dans ce cas, ne perds pas ton temps à essayer de mettre des liens sur un site ou dans un contexte où tu sais que ça va être probablement nofollow. T'embête pas, ça va pas compter, ça va pas t'aider. Quand il n'y a rien comme ici, c'est que c'est des liens dofollow. Donc il n'y a pas de souci dans ce cas. Ensuite, du coup, nofollow, dofollow. Réseau de sites, ça c'est également une stratégie un peu plus avancée de gens qui font du SEO, qui créent un réseau de sites. C'est-à-dire qu'ils vont créer plein de sites. Tous tes sites, imagine toi, tu as un site sur des accessoires pour chiens et tu vas créer plein de sites, tu vas créer un blog pour chiens, un blog pour une race de chiens en particulier, un blog sur le toilettage pour chiens, etc. Bon, tu crées plein de sites de blogs ou de boutiques ou peu importe autour de ta thématique
Et tout ça, en fait, tu es en train de créer des petites planètes, en fait, qui gravitent autour de ce qu'on appelle ton money site. C'est le site vraiment vers lequel tu veux rediriger, qui est en fait ta boutique e-commerce d'accessoires pour chiens. Et tu as plein de sites, et tous ces sites-là, plus ou moins discrètement, vont pointer un tas de liens vers ton site principal. Des liens depuis tes articles, depuis des liens en tant que partenaire, etc. Ce genre de choses. Tu crées un réseau de sites en fait pour manipuler directement Google et pour manipuler ta popularité, etc. Pour envoyer un maximum de jus. On appelle ça du jus quand on envoie de la popularité, que ça se transmet. Parce que ça peut paraître un peu ésotérique dit comme ça, par exemple si on parle de popularité pour des gens, pour des êtres humains. Mais évidemment, tout ça c'est quantifié quand il s'agit d'un algorithme pour pouvoir déterminer les classements des sites sur les résultats, etc. Tout est quantifié. Donc la popularité qui se transmet, on parle de jus, on parle de transmettre du jus. Voilà. Donc, pour transmettre un maximum de jus, donc de visiteurs, de trafic, de popularité, de tout ça sur ton site principal, on crée un réseau de sites. Si tu pars de zéro, ça peut être assez long de créer un réseau de sites parce que si tu crées un réseau de sites mais que tu viens juste de créer tous tes sites, à la base, les sites que tu as créés autour, je veux dire, ça va leur prendre du temps pour être référencés aussi sur les moteurs de recherche, etc. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc souvent, ce que font les gens qui font un réseau de sites, c'est qu'ils achètent des noms de domaine expirés. Les noms de domaine expirés, tu as des tas de sites sur lesquels tu peux aller acheter des noms de domaine expirés. Ça veut dire que les noms de domaine, en fait, ils ont déjà de la popularité, ils ont déjà acquis de l'autorité, mais le nom de domaine, il est expiré, le site n'existe plus pour une raison X ou Y. Et ces noms de domaine-là, souvent, tu as un marché secondaire et tu vas essayer d'aller choper rapidement des noms de domaine expirés intéressants ou importants pour toi, pour essayer ensuite de remonter des sites là-dessus. Donc ça peut être une stratégie par exemple, ce qu'on appelle les noms de domaine expirés, ou tout simplement après avec tes partenaires. Enfin voilà, tu as compris l'idée de créer un réseau de sites qui redirige ensuite vers ton site principal généralement, mais tu crées un réseau de sites. Les agences de netlinking, on pourrait parler en quelque sorte de réseau de sites. Ils ont un très 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 grand réseau de sites et ensuite ils monétisent tout ça pour créer, pour vendre à toi ou moi par exemple justement des backlinks de qualité, etc. Et enfin, il faut parler quand même de TF et de CF, qui sont donc des métriques, on va parler de métriques, de KPI. Pour le TrustFlow, pour la popularité, tu as des outils qui te permettent de mesurer ça. Le TrustFlow, tu peux le mesurer avec... zut, je l'ai mis juste après, je crois. Avec Ahrefs, voilà. Donc le TrustFlow, tu peux le mesurer avec Ahrefs. Tu as plein d'outils, on parlera des outils à la fin. Mais tu peux mesurer la popularité, donc plus le TF, le TrustFlow est élevé, plus ton site est populaire, plus le nom de domaine est populaire et plus avoir un lien qui pointe vers ton nom de domaine avec un trust flow élevé, du coup, sera important et aura des conséquences importantes pour ton référencement. Et par opposition au citation flow, c'est le nombre de fois où ton site a des liens qui pointent vers toi, que ce soit de plus ou moins bonne qualité, c'est-à-dire que c'est un peu le tout venant. Le trust flow, c'est plus la qualité, la popularité, l'autorité, donc là on a qualité versus quantité. Pareil, là, il y a des débats autour des bons ratios entre qualité et quantité. Parce que si tu avais, par exemple, à une époque, pourquoi est-ce que ces métriques existent? C'est qu'à une époque, pour manipuler Google dans les résultats, les gens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens qui pointaient vers eux de plein de façons différentes. Notamment créer des sites directement, voilà, faire un réseau de sites tout neuf. Des sites qui n'existaient tout simplement pas et qui n'avaient aucune autorité, que tu as juste créé toi, qui n'ont aucune crédibilité aux yeux des moteurs de recherche. Et tu avais plein de liens. Mais du coup, ça faisait beaucoup de liens. Mais du coup, ils se sont dit, il manque probablement une métrique qui permet vraiment quand même de pondérer un peu mieux la qualité des liens qui pointent pour dire, OK, ce lien qui pointe vers ce site, il est important. Et donc, du coup, ce lien aura plus de conséquences sur le référencement global de ce site, etc. Donc, ils ont inventé du coup ensuite le Trust Flow. Et donc, du coup, Trust Flow, Citation Flow, qualité, quantité. Donc, évidemment, si tu as trop de liens qui pointent vers ton site mais que tu n'as aucun lien dit de qualité, ça n'aura pas tant que ça d'impact. Ça en aura dans une certaine mesure, mais il vaut mieux 1, 2, 3 liens de grande qualité que avoir des milliers et des milliers de liens de faible qualité, parce que c'est probablement un signal pour Google que tu es en train d'essayer de le manipuler. Quand je dis un lien de qualité, par exemple, les sites en .gouv, donc les sites du gouvernement, etc., ont des trust flows très élevés, par exemple. Donc ça te donne une idée. Tu préfères largement avoir un lien depuis un site .gouv. Là, pour le coup, tu vois, toute une affaire de... faut voir ça, faut voir la big picture, faut prendre du recul. Et là, je te dis, par exemple, il faut des liens contextualisés. Cela dit, si tu peux obtenir un lien d'un site en .gouv avec un trust flow, donc très élevé, explosif, même si le lien à la base n'est pas trop contextualisé, tu essaies de le contextualiser au moment où tu mets un lien, par exemple, tout ce que tu écris autour du lien est en rapport avec le lien donc du site vers lequel tu pointes.
mais à la limite, même s'il n'y a pas beaucoup de contextualisation, si le lien est vraiment bon, ça peut valoir le coup de toute façon quand même d'avoir un lien parce que ça aura vraiment un impact sur ton référencement. Voilà, donc quand je te présente SEO on-site et off-site, il faut comprendre qu'il faut que tu essaies d'avoir les deux. C'est-à-dire que si tu passes tout ton temps à optimiser ton site, donc on-site, mais que tu n'arrives pas à avoir de liens, à te débrouiller pour avoir des partenaires, des backlinks, etc., au bout d'un moment, il va te manquer vraiment l'essentiel. Enfin, tu vas passer à côté de l'essentiel. Il te faut absolument, en fait, je t'ai proposé une stratégie de SEO, les fameux 80-20, et je pense que tu as peut-être déjà vu où est-ce qu'il se situait. Je t'ai laissé un indice sur cette slide. Comprends bien que parmi tout ce que je t'ai dit là, il y a deux choses essentielles à retenir. De un, le contenu est roi. Pour le référencement naturel, pour Google, etc. Le contenu est roi. Ajoute du contenu, ajoute du contenu, ajoute du contenu, ajoute du contenu bien structuré en suivant un petit peu toutes les guidelines, tout ce que j'ai évoqué, notamment sur la partie on-site. Mais globalement, plus tu ajoutes de contenu, plus ça va marcher. C'est-à-dire que même si c'est du contenu moyennement optimisé, tu sais que plus tu vas avoir du contenu, plus... Voilà. On est vraiment sur les 20-80, le 20% en l'occurrence. Il faut que tu ajoutes du contenu. Le contenu est roi. Et d'autre part, les liens. Du link building, va chercher des liens, va chercher des liens, va chercher des liens, va chercher des liens le plus possible de qualité, mais si tu devais vraiment te concentrer sur l'essentiel en SEO, du contenu et des liens, du contenu et des liens. Reste vraiment concentré là-dessus, et là, tu as vraiment l'essentiel du SEO. Le SEO, au bout du compte, malgré tous les aspects techniques que j'ai évoqués ici, est pas beaucoup plus compliqué que les deux notions essentielles que je viens de te donner là. C'est-à-dire que, évidemment, il y a plein de subtilités, c'est pour ça que c'est une expertise aussi. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, où tu veux juste avoir les bases de SEO nécessaires pour pouvoir tout déboîter, comme je disais tout à l'heure, et faire du mieux que tu peux sur ton projet en l'état, sans forcément non plus faire appel à des gens, des agences ou quoi, tu as vraiment les deux mamelles du SEO. Le contenu, et aller chercher des liens. Aller chercher des liens, faire du link building, comme on appelle. Voilà pour la partie on-site et off-site. Je suis pas un habitué je suis pas forcément ultra pédagogue. Je sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a des options, des notions qui sont pas claires, il y en aura forcément en partie. J'en doute pas. J'ai des trucs en tête d'ailleurs que j'ai pas évoqués, mais t'hésites pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Déjà parce que ça fait référencer la vidéo. La notion de référencement sur les moteurs de recherche, c'est exactement la même que sur YouTube. YouTube est un moteur de recherche. Donc quand tu références des vidéos, tu as des signaux pareils pour pondérer l'importance des vidéos, tu as des KPI, tu as tout ça. Donc plus tu as de commentaires sous une vidéo, plus c'est un signal que la vidéo est de qualité, intéressante, ou que ça génère de l'engagement, et donc elle est mieux référencée la vidéo. Tu vois, c'est un peu similaire. Donc tu peux mettre un commentaire sous la vidéo, je répondrai à toutes tes questions relatives au SEO. Il n'y a aucun problème. Tous les commentaires sans exception, j'y répondrai. Euh, L'une des notions rapidement que j'ai pas évoquées, c'est au niveau du maillage interne. Je fais le lien rapidement avec quand j'ai parlé de jus, c'est-à-dire la capacité à transmettre de la popularité et du crédit aux yeux des moteurs de recherche d'une page à une autre. Cette notion de jus, elle est valable aussi quand on parle de maillage interne. La page, par défaut, qui a le plus de jus sur ton site, c'est ta page principale, ton nom de domaine, ta page racine. Donc, home, enfin ta page d'accueil, quoi. Donc, tous les liens que tu fais quand tu crées ton maillage interne depuis cette page d'accueil vers d'autres pages sont réfléchis. Si par exemple tu veux pousser une certaine page de ton site davantage dans les moteurs de recherche, tu as probablement tout à gagner à créer un lien depuis ta page principale directement vers cette page-là. Je pense que tu vois où je veux en venir. Pareil, de la même façon, la manière dont ton menu est organisé et dont tes liens sont organisés en général sur la page d'accueil, ce que tu essayes de faire, c'est de travailler en cascade ou en pyramide, l'image que tu préfères. Mais si tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, si tu commences à juste faire des liens vers des pages produits spécifiques, tu vas galérer, ton jus va être mal réparti, tu auras une mauvaise structure. Essaie d'avoir vraiment une structure pyramidale ou cascade. Donc l'idéal, c'est vraiment de pointer vers tes pages catégories. Le jus va être transmis vers tes pages de catégorie. Ensuite, le jus va être transmis vers tes pages produits, etc. Essaye de répartir équitablement un peu comme ça. Quand je dis équitablement, je t'ai donné un exemple juste avant qui était contraire à ce que je viens de dire. C'est que si tu as une requête qui est très très importante sur les moteurs de recherche, que tu voulais essayer de pousser artificiellement un peu plus cette page, tu pourrais par exemple faire un lien depuis ta page d'accueil directement vers cette page produit ou cette page de contenu. Ce qui va t'aider à lui donner encore un peu plus de poids sur les moteurs de recherche. Ok. Donc maillage interne. Donc ta page principale, c'est celle qui a le plus de jus. Donc pense à ça quand tu fais ton maillage interne du coup. Voilà. Hop. Je vais te parler des outils juste après. Une dernière chose quand même qui me paraît sacrément importante, qui n'est pas si répandue que ça.
je t'interdis tu as regardé 54 minutes de ma vidéo, alors tu as peut-être sauté des passages. Donc si tu en es arrivé à ce point-là, je peux me permettre de te donner un ordre et je t'ordonne d'installer la Google Search Console sur ton site. Pourquoi? C'est juste ça va te permettre de voir directement depuis Google. C'est Google directement qui te donne ce feedback-là, hein. Tu devines pas via des outils tiers dont on va parler après, etc. C'est Google qui te dit directement. Donc prends-le, il faut que tu l'installes absolument. La Google Search Console, tu tapes ça sur Google et tu vas trouver Google Search Console. Tu peux l'installer assez facilement. Tu as plein de façons de faire ça. Peut-être je pourrais faire une vidéo pour te montrer comment l'installer si tu sais pas faire. Parce que ça dépend des CMS. Ça fait longtemps que j'ai pas installé ça sur Shopify par exemple. Ça va te permettre de voir directement de manière générale sur ton site des métriques comme les clics sur une date donnée, hein. Donc là, c'est écrit full duration. J'ai pris une capture d'écran au hasard sur Internet, mais tu peux par exemple dire les 28 derniers jours, les 6 derniers mois, etc. Le nombre de clics, donc de visiteurs, le nombre d'impressions. J'ai bien fait la distinction tout à l'heure, hein, bien sûr. Là, tu vas tout ça représenter sous la forme de courbes, de graphiques, etc. Donc, tu vas pouvoir voir ta progression en termes de référencement sur Google, sur le moteur Google en particulier. Impression, clic, le taux de clic qui est important, quelque chose que tu peux aller travailler en essayant d'aller travailler artificiellement le taux de clic. Un exemple, dans certains cas de figure, il y a des gens qui aiment bien mettre des émoticônes directement sur les métatitres, métadescriptions, etc., qui incitent très largement au clic. Alors voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de pratique. Google n'est pas obligé de les mettre. C'est-à-dire que même si toi t'en mets, il peut décider de ne pas le faire. Et si jamais il le fait, sache que voilà, il y a certaines niches ou dans certains marchés où ce sera peut-être pas très très sérieux de mettre des émoticônes, fait en fonction de toi, ton projet, voilà. Mais c'est un truc qui se fait. Mettre des émoticônes, juste pour te montrer exactement quand je dis travailler le taux de clic, ça peut être ce genre de choses. Et average position, par exemple, pour te montrer ta position moyenne en général, en sachant que tout ça, tu peux le filtrer directement par rapport à une page. Là, tu vois, tu as un petit new. Juste ici, si tu cliquais sur New, tu pourrais rajouter des filtres, comme par exemple filtrer par rapport à tel mot-clé, filtrer par rapport à telle page sur mon site, ce qui va te permettre de segmenter et de voir par rapport à ce que toi, tu as envie de voir directement sur ton site. La queries, du coup, bon, c'est en anglais, mais c'est les requêtes. Donc, qu'est-ce que les gens ont tapé exactement pour atterrir sur telle ou telle page sur ton site. Les pages, justement. Puis tu as pays et les appareils, device, donc mobile, etc. Mais tu peux, par exemple, ajouter une page et voir sur telle page, tiens, j'ai tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé qui m'apporte du trafic. Ou alors, une stratégie qui vraiment je te recommande de faire, c'est d'aller de manière générale sur ton site, sur les queries, de filtrer et de regarder, par exemple, entre là, 5, 6, 7e position, par là, peu importe, et puis 15, 20e position maximum. Tu regardes cette fourchette-là, tu regardes toutes les positions que tu as dans cette fourchette-là, et les mots-clés, et tu regardes les pages qui ont du trafic par rapport aux mots-clés qui sont dans cette fourchette de 5 à 15, on va dire. Et tu vas volontairement aller améliorer, donc on-site et off-site, tu vas volontairement aller améliorer, parce qu'en fait, dans cette fourchette-là, si tu commences à aller travailler exprès, passer du temps à chercher des liens qui pointent vers cette page, à améliorer on-site, à mettre plus de contenu, à mieux structurer, à mettre des balises alt sur tes images, à mettre un contenu de meilleure qualité aussi, puisque si c'est un contenu de meilleure qualité, les gens vont rester plus longtemps sur ta page, ils vont rester sur ton site. Tout ça, c'est du référencement, hein, bien sûr. Et bien dans ce cas, là, tu es vraiment dans la fourchette parfaite où tu vas pouvoir aller travailler pour pouvoir terminer sur la première, deuxième, troisième, quatrième position. Ok? Donc tu installes la Search Console, apprends à utiliser tous ces outils-là et repère ensuite les positions moyennes, comme je t'ai dit, 5, 15, 20 par là, que tu vas pouvoir aller volontairement travailler sur les pages qui sont concernées. Du coup, tu vas pouvoir aller les travailler et pour essayer d'avoir la meilleure position possible sur ces différentes pages et ces différentes requêtes. Donc, installe la Search Console, c'est un outil indispensable. Je pense qu'il est indispensable. Il faut que tu l'installes. Pour terminer, je te donne juste quelques outils. T'as vu, j'ai mis complètement en vrac. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de tutos et un tas de choses comme ça sur Internet en français, en anglais. En français aussi, hein. Par exemple, en haut à droite, donc Mangools, super, super, super outil que je te recommande, mais vraiment sans hésiter. Tu as quelqu'un sur YouTube qui fait du contenu, surtout sur du référencement pour le e-commerce, le dropshipping. Il a fait pas mal de vidéos, je crois, sur Mangools. Cherche, tu vas voir, c'est assez facile à trouver. Mais Mangools, c'est un super outil parce que tu as une super expérience utilisateur pour toi aussi. C'est-à-dire que c'est pas prise de tête du tout, c'est beau, c'est clair, c'est simple, les informations sont bien rangées. Tu vas à l'essentiel, tu vois directement ce que tu as besoin de voir. C'est vraiment très clair, c'est super comme outil.
C'est vraiment un des moins chers. En plus, je crois que ça commence à 40 euros et quelques par mois. Et crois-moi, en général, les outils pour faire du SEO, SEMrush, Ahrefs, etc., sont tous beaucoup plus chers en fait. Donc, Mangoul, je te recommande d'aller voir. SEMrush et Ahrefs sont des géants, hein, tout simplement, dans les outils pour faire du SEO. Ils sont tous les deux très très bien. Ahrefs est super pour voir tout ce qui est TrustFlow, CitationFlow des autres sites. SEMrush super super pour faire des recherches de mots-clés. Parce que tout ce qu'on a dit, évidemment, tu n'as pas besoin de le faire à l'aveugle. Tu peux le faire basé sur des volumes de recherche où tu vas vraiment faire toi tes recherches au préalable. Par exemple, tu vas voir sur tel mot-clé, telle requête, tu as 10 000 de recherche, de volume de recherche, etc. Souvent, ce genre d'outil te donne aussi des indices de compétition. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus ou moins difficile de ranker, c'est-à-dire de gagner des positions sur telle requête ou telle intention, etc. Donc, tu peux te servir un petit peu de tous ces outils-là, SEMrush, Ahrefs, Mangools. Donc tous ces outils-là, de manière générale, servent justement à voir à quel point est-ce que c'est concurrentiel les SERP que tu vises, à faire des recherches de mots-clés, volume de mots-clés, de trouver d'autres mots-clés autour du mot-clé que tu lui as donné pour trouver peut-être d'autres opportunités, etc. Et puis surtout avoir aussi à faire du benchmarking un petit peu sur d'autres noms de domaine, d'autres sites de tes concurrents par exemple, pour voir sur leur site quels mots-clés leur apportent à eux du trafic. Tu peux peut-être ensuite comme ça aller analyser leur page pour voir comment eux ils ont travaillé leur référencement, etc. Donc il y a un petit peu tout ça que tu peux faire avec ces outils, SEMrush, Ahrefs, Mangools. Yoast SEO qui est incontournable encore aujourd'hui sur WordPress, qui est vraiment un couteau suisse qui t'aide à faire plein de choses. J'ai un tuto, c'est la toute première vidéo de ma chaîne, j'ai fait un tuto sur Yoast. Donc si tu es sur WordPress, va voir cette vidéo et tu peux apprendre à utiliser Yoast, tu verras, c'est très très cool, ça a beaucoup t'aider. SEO Footprint, c'est un outil qui te sert à aller chercher, je t'ai parlé de footprint tout à l'heure, donc des empreintes. Ça, c'est un outil qui te permet directement de faire cette recherche par le biais d'un petit service, du coup, d'un outil. Donc, seofootprint.com. Voilà, donc tu vas dessus, tu verras, c'est très très simple de t'en servir. Il y a notamment la notion de balise nofollow ou dofollow, il me semble, sur ce site. Donc, c'est vraiment intéressant que je te l'ai amorcé avant, comme ça tu sauras de quoi il parle. Donc tu peux aller là-dessus, c'est gratuit, c'est pas un outil dinguissime, mais c'est très cool pour commencer pour toi, pour découvrir aussi. Google Keyword Planner, c'est quand tu t'inscris dans la régie publicitaire de Google, tu as accès à l'outil par défaut vraiment de Google, qui est gratuit aussi, hein, pour faire des recherches de mots-clés pour ton site, etc. Pour ta stratégie ensuite en SEO. SimilarWeb, qui est un outil qui est partiellement gratuit, tu peux l'utiliser gratuitement, je crois que c'est dans une certaine limite d'utilisation pour faire du benchmarking aussi, pour regarder les sites d'autres gens, qu'est-ce qui leur apporte du trafic, comment, etc., analyser le SEO de tes concurrents, quoi. Juste ici, on a UpSEO que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je m'en sers plus du tout, mais c'est un outil qui est un petit peu en tendance, j'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps en parler. En fait, c'est un algorithme pour manipuler Google. En fait, il simule du trafic ou de la popularité vers ton site. C'est-à-dire que tu lui dis par exemple, je veux que les gens tapent casque Sony et ensuite arrivent sur telle page, il reste 45 secondes et en général, tu as un taux de rebond. Taux de rebond, c'est est-ce que les gens arrivent sur ton site et repartent directement ou alors est-ce qu'ils restent sur ton site et ensuite ils engagent, ils font des trucs, ils ont cliqué quelque part, voilà. Si les gens repartent directement, on dit qu'ils rebondissent. Donc taux de rebond, ça fait partie des métriques que Google regarde quand il pondère un peu la qualité de ton contenu, etc., en termes de SEO. Donc, tu peux manipuler directement tout ça dans WebSEO pour faire croire à Google que tu as du trafic. Mais réellement, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est aussi un algorithme du coup, et il fait comme si c'était des vrais, il simule, à la place d'avoir de vrais gens qui tapent des trucs, c'est des petits robots. On va t'imaginer une armée de petits robots et ils tapent quelque chose et ils arrivent sur ton site volontairement. En fait, tout est fake. Mais le but, c'est d'accroître le plus artificiellement et rapidement possible la popularité de ton site auprès de Google pour booster ton référencement tout simplement. Donc, il simule. En fait, c'est un outil qui simule, qui fait semblant et qui te donne beaucoup, beaucoup de trafic sur ton site. Mais ce trafic est fake. Mais le but, c'est de tromper en fait Google, de tromper les moteurs de recherche et de leur faire croire que tu es plus important que tu ne l'es réellement pour être mieux référencé. C'est un outil qui commence pas très très cher, hein. Je crois que ça commence à 15 ou 20 dollars par mois. Je te laisse aller regarder ça. Tu auras des vidéos aussi qui montrent un peu comment on s'en sert. Et le petit outil en bas à gauche, je te laisserai taper ça si tu veux sur un moteur de recherche. Ça te permet de voir l'ancienneté d'un nom de domaine. Il faut savoir que plus un nom de domaine est ancien,
plus il a de poids sur les moteurs de recherche. Ça fait partie des critères aussi. C'est voilà, plus c'est un vieux dinosaure, plus tu vas avoir du mal à le détrôner sur certaines SERPs quand tu veux te positionner. Et voilà, c'est un outil qui te permet de voir concrètement de quel est l'âge de tel ou tel nom de domaine. Donc quand tu fais des recherches, c'est très très utile si tu veux te positionner sur une SERP et aller attaquer une SERP en particulier. Ça peut être très très utile ce genre d'outil pour analyser un petit peu la concurrence. Quand je dis analyser la concurrence, euh, de manière générale, tu vas par exemple taper la requête que tu veux ici et tu vas regarder qu'est-ce qui sort en premier. Donc par exemple là on a beaucoup de vidéos etc. Probablement que c'est un format qui est pertinent, que les gens veulent pas mal de vidéos en rapport avec la requête. Ensuite, tu vas regarder Wikipédia, tu sais d'avance que c'est un domaine qui a beaucoup d'autorité. Tu vas regarder donc en général d'avance est-ce qu'il y a des noms de domaine, de gros noms de domaine avec beaucoup d'autorité, qui sont incontournables, qui sont qui plus est anciens, donc qui ont vraiment beaucoup de poids. Tu vas regarder un peu tout ça, tu vas regarder s'il y a des noms de domaine qui n'ont absolument aucune importance ou des trucs où tu te dis ok, là a priori il y a moyen que je le détrône assez facilement. Faut pas toujours se fier aux apparences, hein. Moi des fois je suis passé devant des sites sur certaines requêtes où je pensais pas du tout de pouvoir passer devant et pourtant je l'ai fait. Donc comme quoi la qualité du contenu prévaut vraiment très largement. C'est pour ça que je dis le SEO, plus on s'enfonce dans les trucs techniques, plus je parlais de masturbation, c'est qu'il faut vraiment rester sur les principes fondamentaux qui sont de vraiment déjà faire du très très bon contenu en fait. La base, la base de la base de la base du SEO, c'est de faire du super contenu. T'as vraiment pas d'autre, c'est vraiment la base. Et ensuite, par-dessus ça, tu vas avoir les 20-80 dont je t'ai parlé, link building, faire du contenu, du contenu, du contenu. Et ensuite, encore un niveau en dessous, alors en dessous plutôt dans l'autre sens, où on commence à rentrer un peu plus dans des aspects techniques, comme tout ce que je t'ai évoqué dans cette vidéo. Donc voilà. Tu regardes donc ensuite si les gens ont tendance à travailler leur métadescription, métatitre, les URL. Tu regardes un petit peu tout ça. Ensuite, quand tu vas sur un site, tu regardes le contenu. Donc tu regardes comment c'est fait. Tu regardes comment c'est structuré. Tu regardes par exemple si c'était un article. Alors là, ça ressemble à rien l'exemple, mais si c'était un article, tu regardes est-ce qu'il y a beaucoup d'articles. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu dans cet article? Est-ce qu'il y a 500, 800 mots, 2000 mots, 4000 mots? Est-ce que c'est super bien structuré? Est-ce que les images même ont des balises alt? Est-ce que tout est bien nickel? En gros, est-ce que tu as affaire à des bourrins en SEO, des gens qui savent très très bien y faire et qui ont un nom de domaine qui est hyper costaud? Ou est-ce que tu as affaire à des gens qui sont un petit peu là par hasard et que toi, avec tes connaissances en SEO, tu vas facilement pouvoir aller détrôner? Il y a des opportunités qui sont partout. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur un site donc pour un business local. C'était des ateliers d'art floral et on était autour de Nantes. Et en fait, tout simplement, dans cette thématique-là, tu n'avais absolument personne qui travaille son SEO sur les requêtes que je voulais, mais et qui sont des requêtes vraiment, vraiment intéressantes, hein. C'est juste que les gens qui sont dans les premières positions des requêtes intéressantes sont des gens qui sont là par défaut. C'est des gens qui sont arrivés là parce que, voilà, les gens qui travaillent leur SEO, tu as une concentration de gens qui travaillent à fond leur SEO dans certaines thématiques. Dans le e-commerce, évidemment, et aussi, par exemple, pour des agences ou pour des gens qui ont une certaine expertise et qui la concentrent dans certaines thématiques. Et du coup, tu as un petit peu des océans bleus, c'est-à-dire des endroits où tu vas pouvoir aller arriver avec ton expertise en SEO et, et faire même pas la moitié de tout ce que je t'ai dit, et ça va aller tout seul, juste avec quelques trucs de base en SEO, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Moi, c'est ce qui est arrivé avec de l'art floral, j'ai fait tout nickel, comme je t'ai montré, mais j'ai pas fait de link building du tout, j'ai rien fait, j'ai fait que du on-site en fait, et très 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 rapidement, on est passé dans les premières positions des requêtes que je voulais, tout simplement parce que les gens, dans cette thématique, c'était de l'art floral, des ateliers d'art floral, ou des stages et tout, les gens n'ont absolument aucune, j'allais dire, awareness, ne connaissent pas le SEO, ne s'y intéressent pas, ne payent pas quelqu'un pour faire du SEO sur leur site, etc. En fait, ils sont complètement, euh, je pense en anglais tout le temps, je vais dire out of this world. Enfin voilà, tu as compris l'idée. Mais ils ne pensent pas SEO. Donc tu as plein d'opportunités comme ça. D'ailleurs, tout ce que je t'ai montré, tu peux facilement t'en emparer, apprendre un petit peu tout ça et très rapidement proposer tes services. Mais surtout en t'éloignant absolument aussi des canons, c'est-à-dire faire ça pour des agences, faire ça pour des e-commerce. Évidemment, c'est très très bien aussi, hein, si tu peux en choper, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que tu peux vendre ces mêmes services-là pour des gens qui ont vraiment, où tu peux arriver, même avec un tout petit peu de ce que je t'ai montré, tu arrives, tu fais, enfin, ils ont rien de fait en fait, ils ont vraiment rien de fait, et toi, tu vas pouvoir facilement les aider, tu vas pouvoir facilement passer pour un expert, ou en tout cas, tu vas pouvoir facilement
apporter de la valeur de toute façon à leur entreprise ou à leur activité, juste avec le peu que je t'ai montré là de toute façon, dans une vidéo qui dure quand même 1 heure et qui est la plus longue vidéo de ma chaîne. Voilà. Donc, je m'arrête là. Si la vidéo t'a plu, t'a aidé ou quoi que ce soit, un petit pouce évidemment, un pouce bleu. N'hésite pas à mettre un commentaire, ce que tu veux sous la vidéo, il n'y a pas de souci. À la partager à qui tu veux. Et puis moi, je te retrouve très bientôt où je parlerai, j'en ai aucune idée de quoi, du e-commerce ou complètement autre chose. Je vais faire une vidéo sur du référencement sur YouTube justement, en plusieurs aspects. Je vous montrerai ça et puis je ferai des vidéos probablement sur complètement autre chose, pas que du e-commerce en fait. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est des vidéos pour des entrepreneurs. Donc restez bien abonnés. Évidemment, vous désabonnez pas. Voilà. Ça va de soi. Bon, bah, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.